Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Choseville, toujours heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Et pour une fois, je voudrais commencer cette émission sur une note un petit peu optimiste, puisque en venant enregistrer cette émission, j'ai appris la libération de Boualem Sansal. Et ça, c'est une grande nouvelle. Alors, d'après ce que j'ai entendu, il a été, entre guillemets, gracié par le président algérien Tebboune. J'exprime mon soulagement, mais je n'exprime aucune gratitude envers ce président, puisque Boualem Sansal n'aurait jamais dû être arrêté. Parce que Boualem Sansal a été emprisonné tout simplement parce qu'il s'est exprimé. Et en plus, il a dit une vérité historique, à savoir que les frontières algériennes avaient été dessinées par le colonisateur français au détriment du Maroc. Donc ça, c'est une vérité historique et ça ne méritait certainement pas d'être emprisonné. J'exprimerai cependant un petit peu de gratitude envers la diplomatie allemande et envers le président ou le chancelier plutôt, je crois, allemand, puisque apparemment c'est le chancelier allemand et sa diplomatie qui sont à l'origine de cette grâce présidentielle. Vous aurez compris en m'écoutant qu'entre les lignes, je n'exprime pas non plus la moindre gratitude envers la diplomatie française qui ne s'est absolument pas montrée à la hauteur pour aider ce compatriote écrivain de talent injustement emprisonné. Passons donc maintenant au sujet de cette émission. La 30e conférence des Nations Unies sur le changement climatique s'est ouverte lundi dernier à Belém, au Brésil. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer cette immense ville de Belém sur ces ondes. Elle a été fondée en 1616, cette ville de Belém, et elle est située à l'estuaire des fleuves Tocantins et Para. Elle est la capitale de l'État du même nom, Para. C'est un port industriel situé à une centaine de kilomètres de l'océan Atlantique. La ville compte de nos jours 1,5 million d'habitants, ce qui en fait la deuxième agglomération de l'Amazonie brésilienne après Manaus. La ville est connue comme étant la cité des manguiers, Cidade das Mangueiras en portugais. Cette espèce d'arbre étant très répandue dans les rues et les avenues de cette ville. Belém, qu'est-ce que ça veut dire Belém d'abord? Belém, c'est tout simplement le nom portugais de Bethléem, la ville natale du Christ. Il y a de nombreux Bethléem dans le monde en dehors de la Judée. Je me rappelle m'être arrêté à Bethléem en Afrique du Sud, non loin de la frontière du Lesotho, il y a bien longtemps. Le territoire où est située la ville actuelle de Belém était à l'origine peuplé par le peuple amérindien des Tupinamba. Jusqu'au 21 novembre, les négociateurs des quelques 190 pays qui participent à cette conférence, connue sous le nom de COP30, ces négociateurs donc vont tenter de mieux faire face à la crise climatique dont les ravages se multiplient partout dans le monde. Leur tâche s'annonce toutefois délicate en raison d'un contexte international défavorable qui plombe déjà les discussions. Dès son discours inaugural, l'hôte de la conférence, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, a donc tenu à donner le ton. La COP30 sera la COP de la vérité. Le changement climatique n'est plus une menace pour l'avenir, c'est une tragédie du présent. Des sécheresses et des incendies de forêts en Afrique et en Europe, aux inondations en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, la hausse des températures mondiales répand la douleur et la souffrance, en particulier parmi les populations les plus vulnérables. Il est beaucoup moins coûteux de dépenser
1,3 milliard de dollars pour mettre fin à ce problème mortel que de dépenser 7,7 milliards de dollars pour faire la guerre, comme cela a été le cas l'an dernier, a notamment déclaré le président brésilien à la tribune. En effet, alors que s'ouvrait cette conférence, de violents épisodes météorologiques avaient frappé le pays hôte, le Brésil, ainsi que la Jamaïque et, à l'autre bout de la planète, les Philippines. Au Brésil, samedi 8 novembre, c'est une violente tornade qui a presque entièrement dévasté une localité du sud, Rio Bonito do Iguaçu, dans l'état de Paraná, faisant au moins 6 morts et des centaines de blessés. Des images de désolation absolue ont tourné en boucle à la télévision brésilienne, montrant des scènes apocalyptiques, des voitures renversées, des toitures arrachées, des maisons entièrement dévastées. Selon les autorités, au moins 90% de la ville de Rio Bonito do Iguaçu, une ville de 14 000 habitants, aurait été détruite par cette tornade qui n'a duré que quelques minutes. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri. Selon le système de technologie et de surveillance environnementale de l'État du Paraná, les vents ont atteint de 180 à 250 km à l'heure. Il y a eu des chutes d'arbres et même des destructions de maisons en dur, a précisé cet organisme. En entendant ces nouvelles, j'ai aussitôt pensé à notre petite école du village Enauenenauê, au nord de l'État du Mato Grosso. Le 28 mai dernier, elle avait été pulvérisée par la chute d'un arbre provoqué par un bref et soudain épisode de vent extrêmement violent. Le 28 octobre, l'ouragan Melissa, le premier à toucher terre en catégorie 5 en Atlantique, a ravagé l'état insulaire de la Jamaïque aux Antilles, causant la mort d'au moins 32 personnes dans ce pays. Au total, Melissa, qui a dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Haïti et Cuba, a fait une soixantaine de morts pendant sa course infernale de plusieurs jours dans les Caraïbes. Après le passage de Melissa à la Jamaïque en partie dévastée, les habitants manquaient de tout. Il y avait beaucoup de personnes déplacées qui n'avaient ni où dormir ni de quoi manger. 25 communautés de cette grande île se sont retrouvées coupées du monde. Et près d'une semaine après la catastrophe, elles n'avaient toujours pas pu être atteintes. Il va maintenant falloir reconstruire dans cette île dont l'économie est en partie basée sur un tourisme qui, avant le passage de Melissa, était en plein essor. Aux Philippines, c'est le super typhon Phung-Wong qui a frappé de plein fouet la côte est dimanche dernier. La tempête, avec un rayon couvrant presque l'entièreté de l'archipel des Philippines, a touché terre dans la province d'Aurora, sur l'île principale de Luzon, à 21h10 locale. Ce super typhon a ravagé les Philippines quelques jours seulement après le passage déjà dévastateur d'un précédent typhon nommé Kalmegyi, qui avait fait au moins 224 morts, principalement dans l'île de Cebu, dans le centre du pays. Cette fois-ci, avec le super typhon Phung-Wong, ce sont près de 1 200 000 personnes qui ont dû être évacuées. C'est le 21e typhon de l'année, a constaté Ian Rivera, coordinateur du mouvement philippin pour la justice climatique, présent à Belém pour la COP 30. Et il y en aura d'autres avant la fin de l'année, selon lui. Un de mes amis philippins, demeurant dans une localité de l'île de Luzon, m'a envoyé de très courtes vidéos qu'il a réalisées avec son téléphone portable. Elles sont très impressionnantes. On peut y voir le jardin et le terrain de basket devant sa maison sous au moins 1 mètre d'eau. Ces vidéos, je les ai aussitôt partagées. Les personnes intéressées pourront les regarder sur ma chaîne YouTube Hervé TV.
Ce sont à ces 3 épisodes météorologiques auxquels faisait allusion le président Lula dans son discours inaugural de la COP30 à Belém. Ces événements tragiques sont en effet survenus au moment même où allaient débuter les travaux de cette conférence devant discuter du changement climatique. N'y a-t-il pas là une sinistre illustration de la véracité, de la réalité de ce changement climatique qui ne semble épargner aucun point de notre planète? Les destructions et la désolation au sud du Brésil, à la Jamaïque et dans l'archipel des Philippines ne devraient-ils pas suffire à convaincre ceux qui osent encore mettre en doute ce changement, à commencer par le président états-unien Donald Trump, dont le pays n'a envoyé aucune délégation à Belém et qui a considérablement réduit ses financements destinés à favoriser la réduction des émissions carbone. Bien au contraire, dès son retour à la Maison-Blanche, ce président a encouragé le forage de nouveaux puits de pétrole et de gaz de schiste aux États-Unis. Pourtant, ce pays est lui aussi régulièrement frappé par les effets dévastateurs de ce réchauffement climatique. Le président Macron, quant à lui, n'a fait que passer à Belém, et il l'a fait avant même l'ouverture des travaux de la COP30. Il s'est ensuite envolé pour effectuer une visite officielle au Mexique. Les observateurs s'accordent d'ailleurs pour constater une certaine désaffection internationale pour cet événement annuel qu'est la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Moins de chefs d'État ont fait le déplacement. L'absence du président chinois a ainsi été remarquée, alors que son pays continue à être le principal pollueur de la planète. Certes, la Chine, dite populaire, est devenue le leader mondial dans la production et l'exportation de panneaux solaires, et elle ambitionne de conquérir le monde avec ses voitures électriques. Mais son économie continue à être largement dépendante du charbon et elle demeure le plus grand consommateur de charbon au monde, dont elle est d'ailleurs le principal producteur. En 2016, la part du charbon dans le mix énergétique de la Chine était de 62,6%, ce qui est énorme si on la rapporte à sa population qui s'élève, rappelons-le, à 1,5 milliard d'habitants. Dès l'ouverture de la COP30 à Belém, les organisations non gouvernementales représentant de peuples autochtones ainsi que les délégations de petits États insulaires des Caraïbes et du Pacifique ont mis en avant la nécessité vitale d'agir en faveur d'une transition climatique équitablement financée. Face à ce qu'elles considèrent comme étant un échec de 30 ans, plus de 1000 organisations, syndicats, collectifs féministes, collectifs de jeunesse, de populations autochtones, de petits agriculteurs, d'avocats de l'environnement, etc., issus de 100 pays, ont publié une lettre ouverte lundi, adressée à tous les États membres de la COP et intitulée « Le moment est venu de concrétiser la transition juste ». Les petites îles du Pacifique et des Caraïbes sont également entrées dans l'arène. Les Jamaïcains savent désormais ce que veulent dire les mots « perte catastrophique », a déclaré la Jamaïcaine Una May Gordon. L'ambition n'est pas là, elle n'est pas suffisante. Quand on s'est battu pour les 1,5 degrés pour qu'ils deviennent un objectif de réchauffement maximal mentionné dans l'accord de Paris, on parlait de survie. On ne parle plus de survie. On parle de mort, mort au pluriel. Il y a plus qu'un mort, regardez les chiffres. Chaque vie perdue est votre responsabilité, a-t-elle souligné, s'adressant en particulier aux États et aux compagnies pétro-gazières. Les États-Unis ne sont pas là,
mais beaucoup de grands émetteurs sont ici, sur le terrain. Je suis là pour demander qu'ils paient, en référence au principe pollueur-payeur reconnu internationalement depuis 1992, a-t-elle conclu. Les peuples autochtones se sont également mobilisés à l'occasion de cette COP30 de Belém. 400 de leurs représentants, un record, sont en effet accrédités pour accéder à l'enceinte des négociations et 3000 personnes indigènes du monde entier participent au sommet des peuples qui doit se tenir à partir du 12 novembre. Interrogée par RFI, Radio France Internationale, Fanny Quiru Castro, qui est à la tête de la COICA, la principale organisation représentant 511 peuples du bassin amazonien, souhaiterait davantage de financement direct à tous les travailleurs des peuples indigènes pour l'atténuation, l'adaptation, la préservation de l'environnement. Et ceci à travers leurs propres mécanismes de financement comme le Fonds Amazonie pour la vie auquel la France a contribué. Autre priorité, la reconnaissance des savoirs traditionnels dans la déclaration finale. Déforestation au Brésil et en Bolivie, crimes organisés en Colombie, au Pérou et en Équateur, extractivisme, orpaillage, les maux des 9 pays amazoniens sont nombreux. Et le changement climatique aggrave les tensions sociales sur ce continent, Amérique du Sud. Dans ces pays, les défenseurs de l'environnement sont persécutés et assassinés. L'Amérique paye de très loin le plus lourd tribut chaque année. Et pendant ce temps, les efforts d'atténuation du changement climatique se font dans les territoires indigènes, la conservation de la biodiversité, les forêts en bon état et l'eau claire sont dans ces territoires. Il est temps de reconnaître le travail des populations et de financer directement ces activités de préservation, a ajouté Madame Castro. En effet, les peuples autochtones en Amazonie, comme dans le bassin du Congo, ou à Bornéo et en Nouvelle-Guinée, jouent un rôle essentiel pour la défense de leur environnement naturel. Or, en tentant de défendre leur forêt, ils défient directement d'énormes intérêts économiques. Dans mon nouveau livre, À la rencontre des Enaoene-Nawe, voyage humanitaire au Mato Grosso, qui vient de paraître aux éditions Maya, j'explique, en particulier dans les chapitres 4 et 5, comment les grands propriétaires terriens, les fameux fazenderos, les grandes sociétés hydroélectriques et les orpailleurs menacent continuellement l'environnement naturel du peuple Enaoene-Nawe. Les fazenderos tentent par tous les moyens d'étendre leurs immenses exploitations afin de pouvoir élever davantage de bétail ou de produire davantage de soja, en vue de réussir à exporter encore davantage, en particulier vers les pays de l'Union européenne, avec lesquels le Mercosur, c'est-à-dire l'Union des pays d'Amérique du Sud, s'apprête à signer un traité de libre-échange aux grandes dames des paysans français. Et pour s'étendre, ces fazendas doivent empiéter toujours davantage sur la grande forêt. Les grandes sociétés hydroélectriques veulent édifier toujours plus de barrages afin de pouvoir fournir l'électricité nécessaire aux fazenderos et aux nouvelles villes en pleine expansion qu'ils ont créées au milieu de l'Amazonie. Les poissons, base de l'alimentation des Enaoene-Nawe et de nombreux peuples autochtones de la Grande Forêt, ne peuvent plus circuler dans les cours d'eau et les quantités pêchées par les Amérindiens sont toujours plus réduites avec les risques de famine que cela comporte. Quant aux orpailleurs, dont les activités sont surtout illégales, ils polluent ces mêmes cours d'eau avec le mercure qu'ils utilisent pour extraire l'or. Ils empoisonnent ainsi l'eau que boivent ces peuples autochtones et les poissons qu'ils mangent. Ce phénomène touche d'ailleurs aussi la France,
puisque les orpailleurs venus du Brésil et du Suriname ont recours à ce genre de pratique au bord des rivières de la Guyane française. Des gendarmes français ont payé de leur vie la lutte contre ces orpailleurs surarmés et ultra-violents. Les peuples autochtones sont donc les meilleurs gardiens de l'environnement et c'est pour cela qu'il convient de les soutenir face aux menaces dont ils sont continuellement l'objet. Le pays hôte de la COP30 n'est pas exempt de reproches. Le Brésil est en effet le 8e producteur mondial de pétrole. Le 21 octobre dernier, la compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras a obtenu l'autorisation d'explorer au large de l'Amazonie à la recherche d'hydrocarbures. Ce projet, situé à 500 km de l'embouchure du fleuve Amazone, est poussé par le président Luiz Inácio Lula da Silva. Cependant, il est pour les défenseurs de l'environnement le symbole de ces contradictions au sujet du climat. Petrobras a même précisé dans un communiqué vouloir commencer les forages immédiatement. Le lieu où ces forages seront réalisés se trouve dans une immense réserve naturelle et l'extraction du pétrole pourrait mettre en danger les coraux et les mangroves. Certes, le président brésilien avait fait de la protection de la forêt amazonienne son fer de lance durant la campagne des élections présidentielles qui l'ont porté au pouvoir. Et il convient de reconnaître que depuis le début de son mandat, en janvier 2023, la déforestation a fortement diminué au Brésil, jusqu'à atteindre son niveau le plus bas en 11 années. Le président brésilien a également réactivé dès son retour au pouvoir le Fonds Amazonie, mécanisme de financement international suspendu par son prédécesseur Jair Bolsonaro, et il est aussi l'initiateur du plan de financement sur la conservation des forêts en danger, la TFFF. En attendant les résultats des travaux de cette COP30 de Belém, la mobilisation autour de cette conférence ne faiblit pas. Dans la soirée du mardi 11 novembre, les entrées du site de la COP30 ont connu d'inhabituelles confrontations. Plusieurs dizaines de manifestants autochtones ont forcé l'entrée du lieu de la conférence avant d'être repoussés par les agents de sécurité, ce à quoi certains manifestants ont opposé une certaine résistance. Le mouvement autochtone voulait présenter ses revendications à l'intérieur du site, mais on ne les a pas laissés entrer, a témoigné João Santiago, professeur à l'Université fédérale de l'État de Pará. Les manifestants venaient de terminer une marche pour le climat et la santé, conclue devant l'entrée du site de la COP avec des danses. Ils tenaient à faire entendre leurs revendications. Maria Clara, manifestante de l'association Rede Sustentabilidade Bahia, a expliqué qu'il s'agissait d'alerter sur la situation des peuples indigènes dont les voix sont ignorées, selon elle. Cette COP30 de Belém aboutira-t-elle à des résultats concrets? Qu'il me soit permis d'en douter. Cependant, si au moins elle a permis d'attirer un peu d'attention sur les changements climatiques, sur la déforestation, sur les menaces que font peser sur l'environnement certains grands pays et certaines multinationales, sur le sort des peuples autochtones, alors on pourra considérer que cette COP30 a été un succès. C'est sur ces paroles que je vous laisse pour aujourd'hui, chers amis auditeurs, en vous souhaitant une bonne fin de semaine.